travaux sont à la fois théoriques et applicatifs et ils portent en partie sur l'équipement logiciel de la sémantique textuelle. Elle apporte notamment une contribution majeure à la communauté par le développement du logiciel de textométrie TXM. Elle est impliquée dans de nombreux projets visant à éprouver la textométrie, à la confronter à différents types de données, types de corpus. Oups, j'ai dit données, c'est un lapsus. Et à confronter la théorie au corpus, élaborer de nouvelles heuristiques ou de nouveaux parcours interprétatifs. Donc je donne la parole avec plaisir à Bénédicte. Donc, merci beaucoup. Voilà, je suis vraiment très, très honorée, très heureuse de participer à cette deuxième édition du congrès. Je remercie toute l'équipe qui s'est mobilisée pour l'organiser, aussi bien scientifiquement que techniquement. C'est beaucoup de travail avec tout le distanciel. Alors, donc, vous avez vu ma diapo de titre. Donc, je vais présenter mon exposé sera en 4 temps. Tout d'abord, bien évidemment, les principaux éléments de définition du projet CITEL, qui est au cœur de la communication. Comme la textométrie fait partie de ces composantes indépendantes du projet, je vais l'introduire pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec cette approche. Je vais essayer de l'illustrer de façon un peu concrète. Puis un développement sur les usages attendus du corpus qu'on va construire dans le projet. Voilà, à quoi ça pourrait être utile pour la communauté, ce qu'on espère. Et puis, la thématique de cette session va nous amener assez naturellement à aborder quelques questions plus liées à la construction du corpus et à la méthodologie autour de ce corpus. Donc, CITEL, c'est l'acronyme de sémantique interprétative et textuelle. Donc, dit simplement, le projet travaille à constituer un ensemble de textes, à réunir un ensemble de textes de François Rastier en sémantique. C'est une idée qui est née dans le contexte du numéro spécial des 35 ans de la sémantique interprétative, donc le numéro de Acta Semiotica et Linguistica, et qui a pris forme grâce à l'intérêt et au soutien de François Rastier. Et donc là, je vais continuer la présentation qui est vraiment complémentaire, enfin qui a des points communs, mais qui ne redit pas tout ce qu'il y a dans l'article qui a été soumis qui est donc publié même maintenant en ligne dans cette revue. Et donc je vous renvoie à cet article pour tout complément d'information que je n'aurai pas le temps d'exposer ici. Donc le projet est guidé par plusieurs principes centraux, donc j'en donne 3 ici. Tout d'abord, le caractère progressif de la réalisation. On ne va pas attendre d'avoir un corpus complet pour le diffuser. Donc, on va aussi assumer complètement que le corpus soit toujours un peu imparfait. Enfin, je pense qu'on on serait pas sûr d'avoir jamais un corpus complètement complet. Et donc, de procéder plutôt par étapes. On souhaite aussi que ce projet puisse être, et ce corpus, un investissement par la communauté scientifique, pour la communauté scientifique, d'aller plus loin, c'est l'occasion d'aller plus loin qu'un petit corpus personnel et de pouvoir vraiment partager ensemble toutes les réflexions qu'on peut avoir et les idées d'usage aussi qu'on peut avoir d'un tel corpus. Et le standard TEI va nous intéresser non seulement parce qu'il permet une certaine richesse de représentation, et nous en reparlerons dans la dernière partie, mais aussi, et peut-être d'abord, avant tout, parce qu'il correspond à une réalisation communautaire, un choix qui a été discuté scientifiquement, qui est partagé, c'est un format public connu de tous, donc il n'est peut-être pas parfait, il est peut-être pas, voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que justement, il va rentrer dans cette logique d'ouverture et de partage. Et le but du jeu n'est pas en soi de livrer le corpus pour lui-même, mais ça va être un terrain d'étude pour des analyses outillées, équipées avec des logiciels d'analyse textuelle. Donc personnellement, comme le disait Mathieu dans l'introduction, je suis très impliquée dans l'approche textométrique. Je fais partie de l'équipe du logiciel TXM. C'est pas moi qui le développe, ni moi qui porte le projet, mais j'y participe. Voilà. Et donc, le corpus sera évidemment de manière privilégiée expérimenté dans ce cadre, mais je tiens beaucoup, en tout cas, à ce qu'il ne soit pas assigné à cette unique approche. Et je pense qu'il y a vraiment une importance pour la richesse du projet à ce que ce corpus puisse servir, puisse être compatible et voilà, même proposé directement dans des formats d'autres outils.
Donc, décrivant un petit peu ce qu'est la textométrie, j'ai pensé que ceux qui ne la connaîtraient pas pourraient se référer au moins à un usage de PDF. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la textométrie? Alors, on a eu aussi les exposés précédents et notamment celui de Margaretha qui montrait un certain nombre de sorties possibles. Mais voilà, je reprends la question un peu par le début. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à des fonctions qu'on a déjà très intéressantes quand on a une édition numérique et qu'on dispose d'une fonction recherchée dans un fichier PDF? J'ai regroupé, je dirais ça croise au moins trois aspects, hein. Celui des objets de recherche qui peuvent être en général plus évolués dans un logiciel de textométrie, celui des sorties qui vont aller beaucoup plus loin qu'une navigation d'occurrence à occurrence, et puis la vision intertextuelle qu'on peut avoir quand on travaille sur un corpus. Je vais illustrer ça sur un corpus dit zéro, dont je donne plus d'éléments dans l'article. Mais donc, c'est un corpus très simplifié qui se voulait purement illustratif, donc très simplifié au niveau de son contenu, puisque j'ai fait une sélection pragmatique de 28 textes qui étaient facilement exploitables parce que au format HTML en ligne sur la revue Texto. Et puis, très simplifié aussi dans sa forme, puisque là, on ne s'est pas préoccupé d'aller vers un format structuré comme XML-TEI. On s'est contenté d'un codage brut en texte. Donc, il s'agit d'articles de François Rastiet, articles ou chapitres d'ouvrage, rédigés en fait entre 1992 et 2006. Illustrons d'abord le côté qu'on peut avoir des objets de recherche peut-être un peu plus évolués. Alors, c'est un exemple limite parce que peut-être que certains me diront, bah, en fait, dans mon PDF, je sais chercher ça, je ne sais, voilà, je le tente quand même, hein, on peut voilà, aller chercher des morphèmes, des éléments de mots, de faire des recherches infralexicales, pas juste des mots. Donc là, à gauche, j'ai montré qu'on pouvait chercher ce qui pouvait, par exemple, les mots commençant par iso, puis bon, voyant isolé, isolé, j'ai envie d'en dire un peu plus, je vais peut-être aller chercher ceux qui commencent par iso et qui se termineraient par i, enfin un suffixe i, isme, ic. Voilà, ce qui me permet, par exemple, de dresser très vite et d'avoir une sorte de synthèse du vocabulaire construit autour de ces morphèmes, isotopie, en commençant bien en donnant une bonne place à l'isotopie. Ce qui montre aussi que ma recherche était transversale puisqu'elle portait sur tout mon corpus et me montrait que j'avais aussi un résultat assez synthétique. Je n'ai pas sautillé d'occurrence en occurrence sur mes quelques 300 occurrences. On peut aussi avoir des recherches qui prennent connaissance on va dire pour simplifier, d'informations grammaticales, profitant du fait que les outils de textométrie sont très souvent associés à des outils de traitement automatique des langues qui vont équiper le texte avec des informations de nature grammaticale, pas parfaites, mais utiles et en général utilisables. Et donc, par exemple, là, j'ai dressé une liste des noms les plus fréquents, des adjectifs les plus fréquents, des verbes les plus fréquents qu'on trouvait dans dans les 28 articles du corpus. Pour croiser encore un petit peu, puis aller vers du supralexical, vers du plusieurs mots. J'illustre aussi rapidement qu'on peut chercher, faire une recherche qui dit: «Je cherche sémantique suivi d'un adjectif» ou «linguistique suivi d'un adjectif», ou bien même de façon très ouverte, toutes les suites adjectifs-nom, plutôt nom-adjectif, excusez-moi, dans l'idée de chercher quelques termes, particulièrement fréquents dans mon corpus. Donc à nouveau, une sortie très synthétique qui va me proposer les formes les plus fréquentes, mais que je peux balayer jusqu'au bout si je veux. Et pour chacun des mots, je peux revenir voir les contextes. Je crois que j'en donne un exemple juste après. Voilà, une autre recherche que j'ai qualifiée de supralexicale, qui là est une recherche d'association dans un contexte relativement étroit de 4 mots, mais tout est paramétrable, d'une co-occurrence entre global et local. Et voilà, l'organisation aussi très synthétique des concordances de concordanciers de type textométrique va me permettre de trier. Donc je vais regrouper là, ici, sur le pivot, puis trier sur le contexte gauche pour faire apparaître des répétitions, une façon stable, une façon régulière de parler, de communiquer sur les relations entre global et local dans ces textes rastiériens, donc le rapport entre le local et le global, notamment tout ce qui est détermination, incidence. Global détermine le local, on voit qu'on a près de la moitié des contextes qui vont euh, tourner autour de cette manière de formuler les choses. J'évoquais un objet de recherche
typographique ou est structurel. Là, je ne peux pas l'illustrer sur mon corpus zéro qui ne bénéficie pas de ces informations, mais on pourrait imaginer aussi dans un tel logiciel, dire je cherche un paragraphe comme celui que vous avez sous les yeux, qui va combiner par exemple 3 ou 4 termes soulignés par Rastier. Donc là, il y a un soulignement qui est typographique avec l'italique dans le texte source et une notion de paragraphe qu'on aura pu aussi coder dans le corpus. Donc voilà, ce sont de types de recherches qui sont peut-être aussi, dont on sent qu'elles sont très souples puisqu'on peut tout combiner. On a également des possibilités au niveau intertextuel, non seulement de recherche transversale sur tout le corpus, mais contrastive, c'est-à-dire qu'il va tenir compte, par exemple, d'une division en texte. On pourrait diviser notre corpus autrement. Mais ici, je l'illustre en regardant, en m'intéressant à la répartition de 3 mots dans mon corpus. Est-ce que ces mots, finalement, sont à peu près uniformément répartis ou au contraire présentent des irrégularités de positionnement? Donc, je m'intéresse à corpus, données ou traitements. Et on voit qu'ils se concentrent, notamment sans doute, je me demande si l'article de 2005 en jeu ne serait pas celui que Damon avait cité tout à l'heure. Voilà. Donc quelques textes qui aborderont plus spécifiquement ces questions de linguistique de corpus. Et ça m'aide à les repérer. Inversement, je peux m'intéresser à caractériser le vocabulaire d'un texte donné. Voilà, ça peut être aussi une manière d'entrer dans un corpus, de découvrir un texte. Finalement, qu'est-ce que ce texte va utiliser comme mot de façon, on va dire, supérieure à la moyenne. Une dernière illustration, là, j'espère, je ne sais pas comment ça passe sur votre Zoom, c'est un petit peu petit. Du coup, j'ai réécrit donc le calcul de la machine produit les mots en bleu et rouge, hein. Les rouges, ce sont les titres des œuvres, enfin des articles. En bleu, quelques mots de ces articles-là. C'est une AFC, pour ceux qui s'y connaissent, qui a été faite sur les noms et adjectifs de fréquence supérieure à 150. Il y en avait beaucoup plus, mais elle a été filtrée sur des critères de fiabilité de la position du point et de bonne représentation, donc de cosinus carré et de contribution. Bref, donc si vous avez du mal à la voir, éventuellement, on pourrait retourner sur l'article qui est publié en ligne dans la revue des Acta Semiotica et Linguistica. J'ai esquissé quelques commentaires, hein. En fait, on voit que cette analyse factorielle qui caractérise, donc qui répond à la question quelque part, comment je pourrais positionner les textes les uns par rapport aux autres compte tenu du vocabulaire qu'ils emploient. Donc, me propose mathématiquement cette réponse et je l'ai interprété en disant finalement en bas à gauche, j'ai plutôt tout ce qui concerne la microsémantique. Enfin, vous lisez, je pense là, c'est bien les mots en noir, la plus qui relève de l'approche cognitive, en bas à droite, puis la sémiotique, la sémantique des textes et les questions de corpus en haut à gauche. Les axes de l'analyse factorielle cherchent à rendre compte des plus forts contrastes. Le plus fort contraste, c'est l'axe horizontal. Et ça me parlait, puisque moi-même, quand j'ai constitué le corpus, je me suis posé des questions sur certains textes en me disant, faut-il les mettre au titre de la linguistique? Et finalement, c'est ce qui construit mon axe 1. C'est-à-dire que je pense que la partie gauche de l'axe 1 est finalement peut-être ce qui est le plus marqué linguistiquement. Et vers la partie droite de l'axe 1, on a finalement cette ouverture plus interdisciplinaire vers d'autres questions. Quant à l'axe 2 vertical, on a une opposition entre sans doute une approche centrée sur la description microsémantique et mésosémantique qui va un peu dans le même, qui s'en rapproche, par contraste avec tout ce qui est plutôt du côté du texte, du discours et de la macrosémantique. J'aborde la partie 3, le temps avance. Quels usages peut-on espérer de ce genre de ressources, de ce genre de corpus? Alors le premier usage auquel on a pensé est d'abord l'usage pédagogique, en tout cas, François Rastier me l'a dit très clairement. On pense vraiment aux étudiants, on espère vraiment que rentrer dans les textes, dans cet ensemble de textes, aussi avec un outil qui donne finalement une approche un peu globale, sachant qu'on croit beaucoup à la détermination du local par le global, voilà, peut vraiment avoir des effets, des vertus pédagogiques.
des usages savants, en fait, qui sont quelquefois dans la continuité des usages pédagogiques. C'est peut-être un usage pédagogique un peu plus approfondi. Et dans ces usages savants, j'ai distingué un troisième paragraphe qui est de profiter aussi de cette réflexion de réalisation d'un corpus et de questionnement du corpus pour euh, avoir des retours sur le fonctionnement textuel, notamment des écrits rastiériens, et sur la sémantique, le fonctionnement sémantique et cette articulation effectivement entre notre représentation en machine. Ça rejoint un petit peu les questionnements de Jean-Guy Meunier en début de séance. Hein. Quelle articulation on peut avoir entre notre représentation et les outils qu'on donne pour la consulter. À nouveau, je voulais être un peu illustrative, un peu concrète, visualiser, esquisser un parcours plutôt pédagogique. Mais mettons qu'on s'intéresse et qu'on se dise, mais je voudrais approfondir quel est l'usage des mots autour d'isotopie, d'une façon plus générale, peut-être de la racine isotope dans ces 28 textes de Rastier. Donc, je fais une recherche qui se base donc sur le début du mot, isotope, isotopie. Isotopique, j'ai d'abord un premier retour qui est de me dire finalement, je n'ai pas de forme type isotopant. Enfin voilà, j'ai essentiellement le nom isotopie qui apparaît. Si je regarde mes quelques adjectifs, je vais pouvoir aussi distinguer isotope, isotopique grâce au contexte. Hein, je vais pouvoir les distinguer. Isotope qui est en relation d'isotopie par rapport à isotopique qui est relatif à l'isotopie. Donc là, un double clic sur un des mots me permet de voir ces contextes en concordance et d'avoir rapidement une idée du sens en contexte que prend le mot. Si je m'attaque maintenant au gros morceau, si je peux dire, à isotopie, j'ai 241 contextes. Donc là, je peux entrer par une concordance et avec cette possibilité de trier sur les contextes. Donc là, j'ai trié alphabétiquement sur les mots qui suivent isotopie. Dans l'idée peut-être de trouver quelque chose qui irait vers un contexte définitoire. Une isotopie est définie par exemple, on ne sait jamais. Donc, je vais sur isotopie est, je vois isotopie est instituée par, et je peux double-cliquer sur la ligne et accéder à un contexte assez rapidement qui m'éclaire. Et je vais sans doute le faire pour plusieurs contextes pour effectivement croiser ces passages parallèles pour avoir une idée plus précise de l'isotopie. Si je m'intéresse à l'isosémie, donc j'ai pris cet exemple parce que ça me semblait intéressant aussi de souligner que la colonne de gauche de la concordance nous apporte aussi des choses. Hein. Je vois qu'isosémie va être concentrée dans le texte mésosémantique et syntaxe. Donc en fait, sur les 40 lignes, sur les 40 occurrences d'isosémie, 39 sont dans ce texte et ça saute aux yeux, je dirais, quand on regarde la colonne gauche de la concordance. Donc c'est aussi un enseignement. Si je veux en savoir plus sur l'isosémie, je vais pouvoir me concentrer sur ce texte, voire même un passage de ce texte. Hein. Donc je trouve là, en prenant la première occurrence, on ne la voit plus sur l'écran, je retourne à un contexte où je vois j'ai 4 occurrences en quelques paragraphes et en fait j'arrive dans une section qui va vraiment être consacrée à ce sujet dans mon chapitre. Je peux m'intéresser à l'occurrence qui est toute seule dans son texte isolé, dans Lipalache et Borges, et c'est intéressant parce que cette occurrence isolée, du coup, va avoir sa petite glose explicative aussi, puisque voilà, pour éclairer son usage. Si je m'intéresse à l'interprétation, j'ai encore plus de contexte. Et donc, je peux aussi continuer en concordance, mais c'est l'occasion de montrer encore une autre fonction qui pourra peut-être être intéressante aussi si on est sur des corpus plus grands, la co-occurrence, que Margareta a illustrée pour comparer différents auteurs. La co-occurrence va être quels mots vont être employés, donc ici avec, par exemple, interprétation, ou toute la famille des mots autour d'interprétation. Enfin, je n'ai pas mis interpréter, mais le nom et l'adjectif. Donc, on voit sur l'ensemble de la famille qu'on va avoir des stratégies, une herméneutique qui est liée à l'interprétation, des foyers interprétatifs quand on connaît un petit peu les écrits de Rastier. Si je me centre spécifiquement sur interprétation, je vais passer à l'écran suivant. Je m'intéresse par exemple au suspens de l'interprétation. Je vais un peu vite puisque je me doute déjà que je vais avoir le suspens de l'interprétation. Bref, je clique sur la ligne et j'ai effectivement en bas de l'écran, vous voyez la concordance que j'obtiens, qui me donne 9 passages où il est question à la fois de suspens et d'interprétation.
Donc tous ne sont pas forcément pertinents, tous ne sont pas à prendre au même niveau, mais ils m'éclairent en tout cas sur l'association de ces 2 mots et pour chacun de ces passages, je peux revenir au texte, entier que je peux feuilleter, voilà, naviguer sans restriction de contexte. Effectivement, la lecture sur une ligne est très bien pour comparer ce qui se passe au voisinage des mots, mais ne remplacera jamais la lecture d'un paragraphe dans son déploiement. Je termine en fait cette partie 3, pertinence attendue de cette approche textométrique pour le corpus. Donc, il me semble qu'il y a en fait effectivement ces 2 volets, les caractéristiques du corpus lui-même, la volumétrie du corpus, nous laisse penser que c'est difficile d'avoir bien en tête, l'ensemble de ces écrits et qu'effectivement un outillage, logiciel va nous être utile. L'unité d'écriture et de pensée de l'auteur est aussi tout à fait intéressante et favorable à ce genre de recherche où on va croiser, recroiser des passages et le style d'écriture de François Rastier qui est beaucoup par reprise, correction, ajustement, maturation d'une idée, va aussi créer ces relations intertextuelles denses, une sémantique diffuse qui justement, hem, peut être, approchée, et peut être, épaulée par des outils, voilà, qui vont nous aider à parcourir le corpus de façon transversale. La textométrie va aussi nous donner un instrument d'observation qui, comme on l'a vu, ne fournit pas de réponse, ni ne fournit pas que des choses intéressantes, hein. On va avoir ce côté toujours critique, ce regard critique, heu et va être vraiment complémentaire de la lecture qu'on peut avoir par ailleurs, enfin, elle ne remplace surtout pas cette lecture, elle nous y renvoie quelque part et j'espère qu'effectivement ces petites démonstrations, heu pourrait convaincre certains qui auraient des doutes sur les humanités numériques ou sur certaines humanités numériques que, bah, là, en tout cas, c'est pas une coquetterie, c'est pas un effet de mode, c'est pas non plus une concurrence, une mise au chômage des chercheurs. C'est on espère vraiment un plus, un nouvel outil, un instrument d'observation. Pour en venir à notre dernière partie, car il est temps, bon, j'enfonce sans doute une porte ouverte au sens où tout l'auditoire a sans doute déjà vu cette proposition que j'ai reprise du livre de 2001. Hein, les données sont faites de ce que l'on se donne et vraiment concrètement dans un corpus comme ça, bah, il y aura ce choix, enfin, on a beau dire, on va travailler sur des textes de sémantique de Rastier, alors on voit à peu près les textes de Rastier, mais où commence la sémantique? Où s'arrête-t-elle, par exemple? Qu'est-ce que voilà, on va aller dans cette partie-là. Pas d'évidence ni de neutralité. La même idée en 20 ans plus tard, hein, dans le livre, dont parlait Damon tout à l'heure, donc qu'il a coordonné. François Rastier développe beaucoup cette notion de données qui, de fait, a pris de plus en plus de place. Donc on retrouve ces données qui sont ce qu'on se donne, mais les données sont aussi ce qu'on vous donne et ce sera peut-être le cas avec ce corpus CITEL. C'est aussi quelque part un corpus qui est donné. Est-ce que ça va être des données voilà et ce qui va être important, ce que François Rastier souligne à ce propos-là, c'est que, bah et ce qui est très important, c'est de connaître la composition de ce corpus, d'en connaître la source, d'en connaître les choix de codage et cetera. Donc on aura aussi affaire à cette notion de données du point de vue de la personne qui recevra le corpus. Alors, on espère en tout cas ne pas s'inscrire dans le cadre de du deuxième choix, qui est les données sont ce qu'on les usages plutôt commerciaux et de profilage marchand, des données. Donc, pour aborder vraiment concrètement cette question du choix des textes, 3 petites, remarques, hein. Donc, j'ai déjà évoqué ça, le continuum des sujets, où va s'arrêter notre sémantique, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire un corpus des œuvres intégrales de François Rastier, mais de se centrer sur la sémantique qui va croiser bien d'autres questions. Donc on va rencontrer ce genre de choix, dans notre corpus, et on n'aura sans doute pas une réponse, indiscutable. La discussion en communauté peut être intéressante. On rencontre des limites artefactuelles, peut-être qu'on aurait très, très envie de mettre tel ou tel ouvrage, mais qu'il ne sera pas possible de le mettre, surtout si on s'inscrit dans une optique sciences ouvertes. Voilà, donc ça va pouvoir,
contraindre aussi notre corpus et les observations qu'on pourra y faire. L'essentiel est sans doute de donner toutes les clés pour interpréter les résultats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre une perfection, on ne peut pas atteindre un idéal, mais l'idée, c'est de fournir tous les éléments qui permettront de compenser quelque part, d'être au courant de ses limites, de ses failles, de ses trous, de ses voilà. Et ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur les données qui sont aussi ce qu'on vous donne, hein, l'engagement interprétatif de l'utilisateur du corpus. L'idée aussi, c'est qu'un tel corpus est fait pour être redéfini par la personne. Donc elle est dépendante de l'ensemble des textes disponibles à un moment donné, mais l'idée, c'est vraiment qu'on n'impose pas un corpus, on propose un ensemble, on proposera éventuellement des sous-ensembles, mais que chaque chercheur est responsable in fine du choix de texte qu'il pourrait faire à l'intérieur de cet ensemble. Et parce que ce choix de texte va conditionner ses recherches ultérieures et ses observations. Une question difficile aussi, que j'aborde évidemment trop rapidement, qu'il faudra peut-être creuser aussi avec l'expérience du projet. Ici, on a affaire, il me semble, à des textes vivants. On n'est pas sur l'édition, je dirais, de Proust. On n'est pas sur une œuvre dont on a les dernières éditions, enfin voilà, sur lesquelles on se posera des questions de choix d'édition éventuellement et de restitution fidèle de ces éditions. On est sur l'idée que le but du jeu, c'est de donner accès à la théorie de la sémantique interprétative, à la façon dont elle s'est exprimée dans les textes, mais que rien n'interdira que tel texte ait été repris, révisé, reformulé, et que peut-être le texte qu'on va mettre dans le corpus est un texte qui aura connu quelques variations, quelques reformulations. Bon, ce sera permis de corriger des coquilles évidentes. On va être très prudent là-dessus, mais vous voyez, il y a cette idée de texte. Il ne s'agit pas de restituer à l'identique un document, ce ne sera sans doute pas notre problématique. On n'est pas sur l'étude de l'écriture de François Rastier, mais plutôt sur celle de ses idées, sachant qu'évidemment, c'est très lié. Ça nous posera des problèmes, évidemment, de chronologie et de date. Voilà. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens ne pas renoncer à aborder cette question. La question du codage philologique, l'encodage tout bonnement, hein, là on se dit on va se lancer dans du XML TEI. Bon, on a des outils pour le faire, c'est pas forcément très compliqué, mais il y a l'idée que ça nous permette de restituer je m'exprime pas très joliment, mais tout un ensemble de structures textuelles, des notes par exemple, des notes de bas de page, elles ont le droit d'exister, elles sont souvent très intéressantes. Ça nous permettra de les prendre en charge de façon en connaissance de cause dans le corpus, y compris les sections bibliographiques, par exemple. À certains moments, je peux avoir besoin de les considérer ou un intérêt à les considérer, à d'autres moments non, elles vont me gêner. Les avoir délimitées, les avoir reconnues, c'est me donner le moyen ensuite de les gérer. Donc il ne s'agit pas ici, je dirais, aussi à nouveau d'une sophistication technique, parce que la TEI existe, il faudrait l'utiliser, mais on va essayer de l'utiliser dans la mesure de la pertinence qu'on en attend pour l'analyse. Si je sais que j'aurai quelque chose à faire avec les notes, je saurai que j'aurai quelque chose à faire avec la bibliographie. Éditer, c'est interpréter, hein, on ne pourra pas faire un codage objectif, on va essayer de décrire nos subjectivités, mais voilà, on a forcément des choix. Une proposition de critères dont on verra s'il tient la route, mais parce qu'il est aussi assez informel, hein, mais sans tenir aux marques visibles. Par exemple, les évocations de renvoi bibliographiques. Ça peut être très ténu, ça peut passer par un adjectif. Les textes saussuriens, par exemple, est-ce qu'il faut coder un renvoi à Saussure? Je pense qu'il faut s'arrêter avant. On va, même si c'est écrit dans le texte, hein, où commence la référence, où commence l'allusion, voilà, au travail de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on peut se dire, ce serait dommage de ne pas coder une référence qui est clairement notée avec les conventions typographiques d'usage dans les textes scientifiques, genre une parenthèse, un nom d'auteur, une virgule, une année, une parenthèse qui se ferme, enfin quelque chose qui est codifié, qui dit attention, voilà une référence bibliographique. Et voilà, de s'en tenir à ça. Donc ça donne peut-être un critère de où commencer le codage, où l'arrêter. Là, je vous partage aussi quelques affres que je commence à avoir sur faut-il aller utiliser la balise so-called de la TEI,
parce que, alors finalement, elle induit une évaluation de ce qui est à l'intérieur qui est plutôt péjorative. Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'on peut dire que, quand je pose cette balise, qu'il y avait aussi une idée de péjoration, heu, dans le sens que voulait donner l'auteur? Donc peut-être faut-il s'en tenir quelquefois à des choix de balises plus neutres. Voilà, c'est une question que je me permets de partager. Et inversement, donc on dit les marques visibles, il y a des choses qui sont visibles mais pas visibles. Par exemple, la différence d'apostrophe qui peut être droite ou penchée. Elle est visible si on veut la regarder avec une loupe, mais est-elle vraiment visible pour notre auteur? Est-elle vraiment visible pour le lecteur? C'est pas sûr et donc peut-être, enfin je dirais même c'est presque sûr que non. Elle va plutôt être la trace d'origines, de sources différentes, de textes réutilisés, et cetera, de contraintes éditoriales dans tel ou tel contexte, des guillemets aussi qui peuvent être anglais ou français, voilà, quelquefois vont être liés à des contextes de rédaction différents. Voilà, ces hétérogénéités, invisibles, si je puis dire, on va aussi peut-être faire le choix de les réduire. Parce qu'elles vont plus nous gêner après ça en textométrie. Enfin voilà, c'est pas sûr que ce soit ça qui nous donne le sens de nos textes. Ou même, on va dire, c'est presque sûr que ce n'est pas ça qui nous donne le sens de nos textes. Mon dernier transparent se veut, une sorte de récapitulation des principales idées, hein. Peut-être qu'il y a 2 grandes parties. L'idée qu'on présente un projet de collection numérique de textes de sémantique interprétative avec quelques grandes caractéristiques, notamment de sciences ouvertes et de textométrie. Et dans l'idée d'avoir des ouvertures à la fois pédagogiques et théoriques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci Bénédicte.